Table ronde d'énergie. Donc ça va se dérouler en 3 temps. Je vais faire une introduction du sujet. En fait, je vais introduire les travaux en cours du PTEF sur le sujet du système énergétique, c'est-à-dire en gros de l'industrie de l'énergie. Ça va durer un quart d'heure. Ensuite, j'inviterai 3 intervenants à venir discuter sur les bases des grands enjeux qui ressortent de nos travaux en cours. Ça durera une demi-heure, je pense. Et enfin, on aura un temps d'échange avec la salle qui pourra durer 20-30 minutes si besoin. Donc voilà, l'objectif, ça va être de discuter à partir des travaux du PTEF. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce joli graphe qui représente la photo de la consommation d'énergie finale actuelle en France. Alors vous voyez qu'il y a écrit périmètre PTEF, c'est que en fait c'est sur le territoire français, à l'exception des déplacements essentiellement en avion des Français. Donc il y a aussi, on suit les Français qui partent en dehors du territoire national. Mais sinon c'est bien les émissions sur le territoire français. Alors c'est l'énergie finale consommée qu'on a classée par type de machine qui consommait cette énergie. Donc vous voyez que la première colonne, ce sont les machines de l'industrie qui viennent manger cette énergie pour tordre, chauffer, découper la matière et produire les biens qui nous entourent. Vous voyez dans cette colonne que l'énergie a été classée par type de vecteur énergétique. Donc on a les solides en bas, c'est-à-dire le charbon, la biomasse solide, le bois typiquement. Vous avez les liquides, donc les diesel, essence, produits pétroliers, les agrocarburants, le gaz, l'électricité et la chaleur. La chaleur, ça va être issu soit des réseaux de chaleur, soit des procédés industriels pour lesquels on arrive à récupérer la chaleur, etc. La deuxième colonne est un peu particulière parce que c'est les chaînes carbonées, donc typiquement là ce sont des liquides, hein, vous voyez en orange foncé ce sont des liquides, ce sont des chaînes carbonées qui vont terminer dans les produits que produisent ces industries-là. Donc typiquement ça va être pour produire les plastiques, les textiles à base de pétrole, les médicaments, etc. Dans le résidentiel, vous voyez qu'il y a des solides, des liquides, il y en a un peu de toutes les formes d'énergie. Donc les solides et les liquides, c'est typiquement pour se chauffer, c'est le fuel et le bois chauffage. Le gaz, c'est aussi pour se chauffer, chauffe-eau. L'électricité, c'est se chauffer, chauffe-eau, mais aussi tout ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire votre frigo, votre machine à laver, la box, etc. Un petit peu de chaleur. Dans le tertiaire, ça ressemble à peu près au résidentiel. Le transport, vous voyez que c'est essentiellement des liquides et une petite arrivée de l'électrique. Agriculture forêt, ça va être les machines agricoles et forestières pour exploiter le bois. Et l'énergie, donc qui représente qui est les machines qui fonctionnent dans l'industrie de l'énergie, donc pour que les centrales électriques fonctionnent, pour que le réseau de gaz fonctionne, la raffinerie, etc. Et bien ça demande de l'énergie et donc on a aussi une consommation sur le secteur énergétique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là j'ai entouré tous les gaz et les liquides. Vous voyez que c'est une bonne partie de ce qu'on consomme actuellement. Et aujourd'hui, les gaz et les liquides sont essentiellement carbonés fossiles, à plus de 90%. Et là, je suis gentil en disant 90%, parce que pour le gaz, c'est quasiment 100%, on n'est pas loin. Et dans les liquides, en fait, c'est dans le transport qu'il y a un petit peu d'agrocarburant, donc c'est un peu, voilà, ça doit être autour de 93 ou 91%. Là, vous avez les mêmes valeurs, mais où on les a représentées les colonnes par type de vecteur. Donc, vous voyez les différents types de vecteurs. Vous voyez que les colonnes liquide-gaz sont très élevées, et donc ce sont celles-là qu'on va chercher en priorité à décarboner, et on va chercher des alternatives. Donc quand je dis carboné, c'est fossile, hein, je sous-entends fossile. Donc on va chercher des alternatives aux fossiles. Une option qui paraît naturelle, c'est d'aller chercher de la biomasse pour, à partir de cette biomasse, produire des liquides ou des gaz par divers procédés. Et c'est une approche qui peut paraître assez naturelle parce que finalement les liquides et les gaz qu'on a fossiles sous terre, finalement c'était de la biomasse avant il y a très longtemps, elle est un peu transformée par les forces telluriques
Et donc finalement, on peut peut-être reproduire ces procédés-là de manière technologique. Donc explorons cette idée. Vous voyez apparaître ici deux barres qui sont deux estimations, on va dire, du gisement en biomasse qu'on pourrait produire en France. Alors la barre en vert foncé, c'est l'objectif que se donne la stratégie nationale de la carbone pour 2050 en collecte de biomasse pour l'énergie. Et là, j'ai exprimé cette barre en chaleur, c'est-à-dire, j'imagine, c'est très théorique, hein, mais pour mettre l'ordre de grandeur, j'imagine qu'on brûle toute cette biomasse énergie, je la convertis en chaleur, voilà ce que ça donne. Alors cet objectif, il a été remis en cause récemment, notamment par une étude de France Stratégie sur l'agriculture, où ils disent que l'objectif est très surestimé, voire irréaliste, en tout cas dans les conditions décrites par la SNBC. Donc ça veut dire que la SNBC dit que ce ne sera que des résidus agricoles, mais en fait, là, ce que montre France Stratégie, c'est qu'il faudra sûrement étendre à des agricultures dédiées à l'énergie pour obtenir ce gisement. Et puis sur le bois, pareil, ça s'optimise. Donc là, j'ai pris une hypothèse de l'ADEME qui paraît un peu plus modérée. Et donc j'ai constitué un gisement que j'appelle modéré. Bon, c'est très subjectif, on va dire. Et pareil, il est exprimé ici en chaleur. Alors, vous voyez apparaître ici des petits diamants jaunes sur les barres solides liquides gaz. Il s'agit en fait de la traduction du gisement modéré en différents vecteurs énergétiques. Donc, si je décide de répondre à notre demande actuelle en solide à partir de ce gisement modéré, un petit peu du gaz, c'est-à-dire là, j'imagine qu'on fait du biogaz de type 2G, donc on peut transformer cette biomasse en biogaz. Et bien voilà ce qui me reste pour les liquides, il ne me reste quasiment rien. Donc là ce qu'on peut voir c'est que le gisement en biomasse semble très limité. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça coûterait d'aller chercher plus de biomasse, l'ordre de grandeur c'est que avec 10% de la surface agricole plus forestière française actuelle, vous pouvez ajouter à ce bilan 9 à 15 en gros mégatêtes. Donc vous voyez là sur le gaz, il nous manque à peu près 30, donc il faudrait prendre 20% de la surface agricole et forestière. Ça commence à être conséquent. Alors il y a d'autres idées que la pure biomasse. Il y a l'idée des power to gaz ou power to liquide. Donc on prend l'électricité, on la transforme via l'électrolyse en hydrogène, on rajoute du carbone à tout ça et on produit des chaînes carbonées, gazeuses ou liquides. Il faut que le gaz carbonique qu'on capte ne soit pas fossile. Enfin, il ne faut pas qu'on rajoute du carbone fossile dans ce process-là, il faut essayer que ce soit du carbone renouvelable, sinon on est juste en train de retarder l'émission de carbone fossile dans l'atmosphère. Donc vous voyez que le gisement qu'on pourrait capter à partir du power to gaz ou power to liquid, en fait il sera moins grand que le gisement modéré qu'on a là, parce qu'en fait ce n'est qu'une forme de recyclage du carbone qu'on aura utilisé, du carbone renouvelable qu'on aura utilisé. Donc, partant de ce constat, les consignes qu'on a données aux différents chefs de secteur du PTEF, ça a été d'essayer de limiter le plus possible leur consommation de gaz et de liquide dans leurs différents secteurs. Alors voilà ce qu'on a obtenu, donc les différents secteurs ont travaillé. Vous voyez ici pour chacun des secteurs la transformation qui est proposée, traduite sous forme énergie ici. Donc dans l'industrie, vous avez une baisse du gaz, une légère hausse de l'électricité, donc on électrifie certains procédés, il y a de l'efficacité énergétique, là-dedans il y a un peu de sobriété, on produit un peu moins de choses, ou en tout cas un peu moins souvent. Dans la deuxième catégorie, là on n'a pas encore d'hypothèse, donc je les ai laissées telles quelles. Dans le résidentiel, vous voyez qu'on arrive à sortir du fuel quasi complètement en électrifiant le chauffage. On réduit largement le gaz, pareil en électrifiant le chauffage, et vu qu'il y a une forte isolation thermique des bâtiments, en fait, ça réduit aussi la consommation par effet Joule de l'électricité, et donc, finalement, on consomme un peu moins d'électricité qu'aujourd'hui, même si on électrifie beaucoup le résidentiel. Pour le tertiaire, on a pris le même type d'hypothèse. Pour les transports, vous voyez, là, c'est assez impressionnant, on électrifie quasiment tout le transport, et il reste un tout petit peu de ferroviaire qui tourne encore au diesel et l'aérien, grosso modo. Agriculture, forêt, on n'a pas d'hypothèse, donc j'ai rien pris ici. Et dans l'énergie, il y a un petit changement du mix électrique.
Donc si on reprend là en 2050 nos gisements en biomasse, eh ben, on n'arrive toujours pas à boucler. Donc il y a encore du travail pour nous, mais ça confirme quelque part que la contrainte qu'on s'était donnée au départ était sûrement la bonne, c'est qu'il faut vraiment essayer de réduire au plus possible nos consommations de gaz et de liquide. Et puis un deuxième constat qu'on peut faire là, c'est que l'électricité prend du coup une place centrale dans cette transition. Alors voici l'ensemble des enjeux clés autour desquels j'aimerais qu'on discute lors de la table ronde. Donc on voit ressortir par ces travaux qui sont toujours en cours, hein, mais que l'électricité prendra une place centrale dans notre mix énergétique. Ça suppose des changements à pas mal d'endroits de la société. Donc chez les ménages, il va falloir modifier des équipements, des machines, mais aussi dans les entreprises. Un sujet que je n'ai pas abordé là dans cette présentation, mais qui est assez spécifique au mix électrique français et qui est important à l'horizon 2050, c'est que le parc électronucléaire, une bonne partie du parc va arriver en fin de vie d'ici 2050. Donc ça ouvre une fenêtre de choix sur ce qu'on fait à la place de ce parc. Est-ce qu'on remet du nucléaire? Est-ce qu'on part sur des ENR? Est-ce qu'on fait les deux? À quelle hauteur? Qu'est-ce qui est possible de faire? Voilà, il y a plein de questions qui s'ouvrent là-dessus. Ça va dépendre des filières industrielles, de leur capacité à se structurer, etc. Et puis il y a une question subsidiaire qui s'applique aux deux options, là, sachant que ça peut être un mix entre les deux. Quel impact comparé en termes de matériaux en prise au sol des différents mix qu'on peut proposer? Ça, ce sont des questions qu'on trouve importantes au Shift. Il va y avoir un enjeu certainement de réflexion sur est-ce qu'on peut modérer ou contrôler notre appétit pour la biomasse. Il va sûrement y avoir une tentative de fuite en avant là, pour aller chercher ces gisements-là. Il faudra peut-être essayer de protéger les autres usages du sol. Il va y avoir un enjeu de préparation du déclin de la logistique du gaz et des liquides demain. Si on réduit autant que ce que j'ai montré là, les liquides et les gaz, ben, qu'est-ce qu'on fait du réseau gazier? Est-ce qu'il y aura des branches mortes qu'on décide de couper, qui seront obsolètes? Voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Du point de vue de la logistique des liquides, ça va être les stations-service, typiquement. Lesquelles on ferme, lesquelles sont transformées à l'électrique, quelle raison on garde. Si je ferme la dernière station-service pétrole du coin, est-ce que je me suis assuré qu'il n'y avait plus personne qui avait de voiture thermique, etc. Et puis, quelle gouvernance pour la transformation? Donc ça, on va pouvoir en parler dans la table ronde. Quels objectifs nationaux on se fixe? Comment on les met en cohérence? Et concrètement, comment ça se décline sur le territoire? Et comment on met tout ça en cohérence sur le territoire qui va être le lieu concret de la transformation. Voilà, alors pour discuter de tout ça, je vais inviter autour de la table Stéphane Barbier, directeur général opération chez Assystem. Je vais inviter Élise Cabrol, directrice territoriale Enedis à Lyon Métropole. Et puis Philippe Galpanonaro, vice-président Lyon Métropole en charge du climat et de l'énergie. Et merci à vous trois de vous être déplacés et d'être parmi nous pour discuter de ces sujets. Alors j'aimerais, lors de cette table ronde, qu'on parle de deux choses. D'une part, j'aimerais recueillir un peu vos réactions d'acteurs vis-à-vis des enjeux qui ont été soulevés dans cette introduction. Et puis, d'autre part, j'aimerais qu'on illustre un peu par vous, votre rôle, le rôle que vous pensez jouer dans cette transition, qu'on puisse illustrer de manière un peu concrète ce qui se passera sur les territoires. Donc, dans cette première partie de table ronde, vos réactions. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce qui fait écho à votre vision d'acteur dans les enjeux que je viens de présenter. Au contraire, est-ce que certains de ce que vous avez dans certains éléments de vos visions entrent en contradiction avec ces grands enjeux-là? Et j'aimerais commencer avec vous, Stéphane Barbier, et je pense que vous pouvez présenter Assystem en quelques instants. D'abord, bonjour à tous. Je suis un peu impressionné parce que d'habitude, il y a 30 ans, j'étais à votre place dans cette salle. J'ai essayé de comprendre vainement ce que c'était des Laplaciens, donc j'espère qu'on va être plus didactique aujourd'hui.
Comme vous l'avez dit, je suis directeur général d'Assystem. Assystem est une société française qui emploie à peu près 7000 ingénieurs et qui est spécialisée en fait dans la transition énergétique. On travaille auprès de différents gouvernements pour les aider à écrire leur feuille de route pour passer de là où ils sont à une énergie différente, en tout cas des profils de consommation et de production d'énergie souvent électrique, et on va dessus par rapport à ce que vous avez présenté dans différents pays, et puis dans la mise en œuvre, dans la mise en place en fait des moyens de production et des moyens de transmission et de distribution d'électricité qui permettent de le réaliser. On travaille notamment dans des grands pays qui sont l'Inde par exemple, l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan, donc pour donner des registres de pays très très différents et qui sont tous à des stades d'avancement, alors à la fois de consommation d'énergie très très différents compte tenu de leur population et de leur niveau de développement. Mais ce qui est plutôt intéressant, je dois dire, c'est que tous ces pays-là, un peu à l'instar, la présentation que vous venez de faire, finalement je la vois dans à peu près tous les pays. C'est-à-dire que tout le monde se pose ce type de questions. J'ai participé à beaucoup j'ai assisté en tant que spectateur à beaucoup de tables rondes aujourd'hui. On parle, j'ai souvent entendu les gouvernements critiquer en disant qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Alors, factuellement, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose avancer. Par contre, quand on travaille avec dans différents pays, on se rend compte que pas un seul n'a envie que ça continue ou ne pense que ça va continuer comme ça va aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Alors, tout le monde n'a pas trouvé encore les solutions, tout le monde n'a pas la même solution pour le mettre en œuvre, mais tout le monde pense à ça. Quand je regarde les consommations que vous évoquez dans la présentation, moi ça me renvoie à une deuxième chose, parce que finalement moi j'ai la chance de travailler sur des programmes à l'international. Évidemment, durant ces 3 jours, l'objectif en fait de ce qui a été présenté, de ce qui est présenté durant ces 3 jours, c'est finalement de donner des éléments au pouvoir public français pour conduire la politique énergétique autrement. Quand on voit les volumes d'énergie qui sont considérés ici, il faut se rappeler quand même que c'est 1% de la consommation énergétique mondiale. C'est-à-dire que la France, c'est 1% de ce qui se passe dans le monde. 50% seront les États-Unis d'Amérique et la Chine. Si vous rajoutez le Japon, l'Inde, la Russie et l'Allemagne, vous avez 2/3 des gaz à effet de serre rejetés dans le monde. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, évidemment, en France, mais il faut garder ça quand même en tête, c'est que aujourd'hui, finalement, nous, l'action, et c'est évidemment, on essaie toujours d'avoir de l'action sur ce qu'on peut, sur ce qui est à notre portée. En fait, l'échelle à laquelle on raisonne, en fait, est une échelle qui reste très modeste. Alors justement, en quoi ces enjeux internationaux peuvent nous inspirer, ou en quoi ils jouent sur ce qu'on peut faire sur le territoire national du point de vue énergétique? Je pense qu'en fait, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent dans la salle, par exemple en Inde, aujourd'hui, qui produit à peu près 3 fois plus d'électricité que la France, 20% aujourd'hui déjà renouvelable. Donc on a peut-être en tête le fait que l'Inde est un pays quand même en cours de développement, avec un accès aux ressources naturelles, à l'eau, aux ressources alimentaires, à la santé, à l'énergie, pour la population qui est réduite, parce que 50% de la population n'y a pas accès, mais d'ores et déjà, en faisant 3 fois plus d'électricité que la France, l'Inde a déjà 20% de renouvelables. Donc on voit que des pays auxquels on s'attend assez peu finalement, avancent plus vite que nous avançons sur ce chemin-là. Il leur reste encore beaucoup de chemin à faire, parce que leurs volumes de production sont tellement importants que les 80% qui sont encore carbonés représentent beaucoup de production électrique, mais quand même, ils ont 20%. Donc il y a sans doute à s'inspirer de ces pays sur leur capacité à mettre en œuvre rapidement, finalement, les éléments de transition énergétique auxquels on est en train de s'attacher. Ce que me suscite l'exposé rapide que vous avez fait, c'est qu'on voit bien, et c'est là aussi le cas dans tous les pays, que l'électricité, en fait, est le vecteur de transition énergétique. Il y a 2 vecteurs de transition énergétique, c'est la réduction de la consommation, parce que la meilleure énergie, finalement, c'est celle qu'on ne produit pas,
Donc il y a un vecteur qui est celui-ci, et le deuxième, pour ce qu'on va continuer à utiliser, finalement c'est de passer des énergies primaires à une énergie électrique. Et évidemment, si on passe à une énergie électrique pour que ça ait un impact sur le climat, ça veut dire que cette énergie est décarbonée. Donc les deux choses que je retiens finalement de cette présentation sont ceux-là. Sinon, je pense que au fond, on est tous un peu dans la dynamique que vous avez évoquée ici. Alors, passons à un échelon un peu plus local, avec vous, Philippe Delpabonaro. Alors, au niveau territorial de la métropole de Lyon, vous m'avez expliqué qu'il existait un schéma directeur des énergies avec 2 horizons de temps, 2030-2050, qui est une forme donc, de plan territorial de transformation, notamment du système énergétique. Et donc j'avais 3 questions pour vous autour de ce plan, mais donc pour comprendre un peu comment ça se passe, comment il s'est construit. Comment ce plan s'est-il construit, qui est autour de la table, est-ce que c'est un plan qui est tombé d'en haut, est-ce qu'il a été co-construit, voilà, comment ça s'est passé un petit peu, quelles sont les grandes orientations prises par ce plan et est-ce qu'elles font écho aux enjeux soulevés ici, et selon vous, quel est le niveau d'ambition de ce plan, est-ce que vous pourriez caractériser le niveau d'ambition de ce plan? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, du côté de la métropole de Lyon, ce schéma directeur des énergies a été élaboré en parallèle du plan climat-air-énergie territorial de la métropole de Lyon à la fin du dernier mandat. Et autant quand les autres, et notamment les opposants politiques, font des choses mauvaises, on aime bien le dire, quand ils font des choses bien, il faut aussi le dire. Et ce schéma directeur des énergies de la métropole de Lyon, c'est un document qui est très bon, qui est vraiment excellent, qui va dans le détail, qui va dans une centaine de fiches actions assez précises, assez concrètes, qui m'a beaucoup servi, moi, quand je suis arrivé à ce poste-là, pour un peu... globalement, la stratégie était déjà un peu écrite, et maintenant, il faut la mettre en œuvre. C'est là où il y aura peut-être eu des différences dans les moyens mis à disposition pour mettre en œuvre ce schéma directeur des énergies. Ce schéma directeur des énergies, il a été co-élaboré avec Enedis, avec EDF, avec GRT Gaz, avec GRDF, avec tous les énergéticiens que l'on connaît bien, avec des associations professionnelles, des syndicats, des associations citoyennes. Donc il y a vraiment eu beaucoup de monde autour de la table sur ce secteur des énergies. Et donc ça aboutit à un plan assez ambitieux où en fait on a comme objectif déjà de réduire de 20%. Alors après on n'avait pas les mêmes échelles de temps que les documents cadres nationaux, mais on a l'objectif de réduire de 20%, je crois, les consommations d'énergie du territoire d'ici à 2030 par rapport à 2000, et de multiplier par 2 globalement, de passer de 8% à 17% nos consommations d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire de la métropole de Lyon. La combinaison de ces 2 chiffres, ça amène à une réduction de 43% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la métropole de Lyon. Voilà un peu pour le cadrage des objectifs. Ça fait le lien avec ce que vous disiez. Effectivement, les émissions françaises, ça représente 1% des émissions mondiales, mais il faut quand même avoir en tête, et c'est là où, quand on est nous arrivés à l'été 2020 aux commandes de la métropole de Lyon, le plan climat il était élaboré sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Donc scope 1, c'est les émissions de la métropole de Lyon en tant qu'institution et ses compétences, et le scope 2, c'est les émissions du territoire. Par contre, les émissions importées, c'était pas du tout compté. Et effectivement, on émet, nous, sur le territoire de la France, 1%, mais les émissions des Chinois, des Américains, des Japonais, des Indiens, il y a quand même une partie, c'est pour notre consommation à nous aussi. Donc dans notre mode de vie, on a un impact qui est assez important, et il faut pas l'oublier, je pense. Donc voilà pour... Et donc quel est le niveau d'ambition de ce plan ? Très sincèrement, c'est très ambitieux, surtout par rapport au retard qu'on a pris, à la fois par
une lenteur dans la mise en œuvre jusqu'à présent, une lenteur dans la mise en œuvre qui est inhérente aux collectivités qui font qu'il y a le calendrier des appels d'offres, le calendrier quand même de se mettre d'accord politiquement, le calendrier de lancer les chantiers. On a un objectif par exemple de créer un méthaniseur sur les stations d'épuration de la métropole de Lyon. Si on arrive à se décider à donner le top en 2021, il sera mis en service en 2029. Voilà, pour produire 80 GWh de biogaz sur la métropole de Lyon. Donc, ça prend du temps. C'est l'enseignement principal que j'ai eu quand je suis arrivé à ce rôle-là, c'est que il va falloir qu'il y ait un alignement de planète et de compétences et d'envie politique pour qu'on tienne les objectifs de la stratégie, mais même pour qu'on limite le réchauffement climatique au maximum à 2 degrés. Alors, continuons au niveau territorial, mais avec un acteur privé. Élise Cabrol, c'est vrai que l'actionnaire, une entreprise. Pardon. Alors, comment vous projetez-vous chez Enedis à moyen long terme sur l'évolution du système électrique, d'un point de vue un peu méthodologique? Est-ce que, du coup, Philippe en a un petit peu parlé, comment vous êtes articulé avec ce plan territorial de la métropole de Lyon? Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les grandes lignes de cette vision chez Enedis? Merci. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Donc, je suis Élise Cabrol, je suis directrice territoriale Enedis et également vice-présidente de l'ALEC, Agence locale énergie climat. Avec l'une et l'autre de mes 2 casquettes, je travaille au quotidien avec les acteurs du territoire lyonnais à accélérer la transition écologique. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, hein, le réseau de distribution d'électricité est un élément clé, important dans la décarbonation de l'énergie. Et très concrètement, aujourd'hui, c'est sur ce réseau de distribution qu'on raccorde l'essentiel des nouveaux objets de la transition énergétique, que sont les énergies non renouvelables, mais également les bornes de recharge de véhicules électriques. Alors, Enedis, vous l'avez dit, hein, c'est un service en charge de la distribution d'électricité sur le territoire métropolitain français à 95%. Et nous avons un enjeu, c'est anticiper les besoins, et notamment à l'horizon 2050, hein, qui est un objet, hein, une cible qui est assez largement partagée. Pour cela, la direction de la stratégie d'Enedis a développé des outils de simulation en proposant du coup différents scénarios au nombre de 4 pour identifier quelles seraient les évolutions possibles, requises sur le réseau de distribution. Ces documents, vous pouvez les trouver sur le site internet d'Enedis. Voilà. Et parce que nous sommes aussi une entreprise de service public locale, nous avons réalisé cette étude prospective 2050 au périmètre de Lyon Métropole, et nous avons eu l'occasion de le partager très récemment avec nos interlocuteurs sur ces sujets de l'électricité, que sont la métropole de Lyon et le CIGERI, voilà, le syndicat de gestion du réseau de distribution lyonnais, donc sur la couronne de la métropole hors ville de Lyon. Voilà. Et donc, notamment, on a eu l'occasion d'en discuter, de partager ces éléments avec Philippe et puis donc Eric Pérez. Qu'est-ce qu'on en sort? Alors, on n'a pas l'ambition, ou je dirais la prétention de lire dans le mar de café, mais je dirais ça nous rassure un peu parce qu'on partage les conclusions que vous avez vues dans ce slide, c'est qu'on anticipe une évolution de la consommation d'électricité relativement modérée d'une année sur l'autre. Probablement autour de plus 1% par an de consommation d'électricité d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a de nouveaux usages qui arrivent pour l'électricité. C'est notamment concernant le logement, tout ce qui touche à la RT 2020. C'est évidemment également tout ce qui touche à la mobilité électrique, qui est un élément, je dirais, de décarbonation de la mobilité. Mais je dirais ces facteurs qui vont dans le sens d'une augmentation de la consommation d'électricité
sont compensés par les efforts d'efficacité énergétique de l'industrie, mais également du logement, de la mobilité, et puis également tous les efforts de sobriété énergétique. On l'a dit, il ne faut pas l'oublier, la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Voilà. Donc, premier point, vous l'avez compris, augmentation modérée de la consommation d'électricité. Le deuxième point qu'on anticipe, c'est que les évolutions du réseau de distribution d'électricité vont de façon prépondérante être drivées par les besoins en termes de raccordement d'ENR, notamment les raccordements d'ENR de forte puissance. Et donc, dans la mesure où ça nécessite une emprise territoriale forte, ça se joue plutôt dans l'environnement rural. D'accord ? Donc, les évolutions du réseau de distribution vont être drivées essentiellement par donc, cette intégration des ENR. Il faut parfois renforcer les réseaux, ça se passera plutôt dans le rural. Okay ? Et concernant le troisième point, c'est la mobilité électrique. La mobilité électrique, on le voit, c'est une des façons, mais ce n'est pas la seule, d'aller sur une décarbonation de la mobilité. Et sur ce sujet, on a plusieurs enjeux qui nous sont adressés. Le premier, c'est d'être en capacité de rendre cette mobilité électrique inclusive en développant l'écosystème industriel qui va bien pour pouvoir mettre à disposition, on y reviendra, dans les copropriétés des systèmes de raccordement des véhicules électriques à des prix compétitifs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir mettre en place une organisation qui permet de déporter le soutirage de l'énergie pour recharger les véhicules électriques en dehors de la pointe de consommation. Globalement, il faut s'organiser pour que les véhicules électriques ne soient pas rechargés par leurs propriétaires le soir quand ils rentrent à 19h. Si on est capable de le faire, ça va demander quelques petits ajustements. Je peux juste un tout petit point, éducation civique, c'est simplement pour expliciter certaines choses au niveau du territoire. Donc, je suis vice-président de la métropole de Lyon, 59 communes, 1,4 million d'habitants, au sein de laquelle on a la ville de Lyon. Et en fait, la métropole de Lyon gère la concession de distribution d'électricité de la ville de Lyon. Et pour le territoire ailleurs que la ville de Lyon, c'est le CIGERI, donc le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, qui est constitué de 58 communes de la métropole, sauf Lyon, et de 8 communes en dehors de la métropole. Et donc c'est le CIGERI qui gère la concession d'électricité sur ce territoire-là. Et avec le CIGERI, avec Enedis, avec la ville de Lyon, avec la métropole de Lyon, on a créé l'Agence locale de l'énergie et du climat, dont je suis président, Élise Cabrol est vice-présidente. Et on a le trésorier qui est Grégoire Bonne de GRDF, et le président du CIGERI, Éric Pérez, qui est secrétaire de l'ALEC, pour avoir une instance de coopération sur les énergies de la région lyonnaise. Donc cette instance a été créée par vous, c'est pas un mandat qui a été... Non, ça a été créé il y a 20 ans, l'ALEC a 20 ans, et sa spécialité, c'est notamment d'œuvrer à la rénovation énergétique des bâtiments, entre autres, et le développement des énergies renouvelables, entre autres. Déjà, il y a 20 ans, il y avait cette ambition-là. J'avais envie de continuer avec vous, Élise Cabrol, sur la massification de cette électrification, que ce soit chez les ménages, dans les entreprises. On a vu qu'il y avait aussi des changements de procédés pour l'électrification des procédés. Les entreprises de transport aussi, quid de l'électrification des bus, voilà. Comment vous préparez ça chez Enedis? Parce que dans le PTEF, on a cette idée d'aller suffisamment vite dès les 5 prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire en 5 ans dans ce domaine-là? Et est-ce que ça demande de la main-d'œuvre supplémentaire? Voilà, comment une entreprise se prépare concrètement à ça? Alors, d'ores et déjà, on le ressent bien, on a une explosion du nombre de demandes de raccordement, d'accord, qui arrivent à Enedis, notamment en lien avec le raccordement des ENR. Partant de là, il faut qu'on s'organise pour être en capacité d'être à l'attendu social qui est adressé au réseau de distribution d'électricité.
Le premier point, c'est qu'on agit sur nos procédures et nos process, déjà pour diviser par 2 les délais de raccordement, pour être en capacité d'absorber le flux qui nous est demandé. Voilà, donc ça c'est un premier point. Diviser par 2 le délai de raccordement en 2 ans. On a fait la moitié du chemin sur la première année, et là, sur 2022, j'ai bonne confiance sur le fait qu'on fasse l'autre moitié du chemin. Ça, c'était le premier point. Et quels sont les types d'actions pour réduire ces... Alors, comment on fait? En termes de méthode, je dirais, c'est du test and learn, genre, comme beaucoup pratiquent, hein, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Le premier point, c'est par exemple sur les chantiers de voirie. Aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, on a eu l'occasion d'expérimenter, c'était en juillet de cette année, un chantier décarboné. On a travaillé avec Isivia, qui est en charge de l'installation des recharges de véhicules électriques. On a travaillé avec Vicat, on a travaillé avec Serfim pour être en capacité de délivrer un chantier qui a vu qu'on a réussi à réduire de 30% les émissions à effet de serre sur le périmètre, sur le cycle de vie total du chantier. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, une façon on a testé notre capacité collective à diminuer notre empreinte carbone sur les chantiers qu'on réalise sur le territoire de la métropole de Lyon. Le deuxième sujet, Philippe a eu l'occasion de l'évoquer lors de la table ronde sur le logement, c'est qu'on accompagne depuis déjà 2015 le programme de la métropole qui s'appelle Éco-Rénov et qui est aussi piloté par l'ALEC. Très concrètement, 2015 c'était assez expérimental. Aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière important et donc en mode industriel. Enedis communique les données de consommation agrégées avant rénovation du bâtiment et également après rénovation du bâtiment, ce qui permet de quantifier l'efficacité énergétique de la rénovation du bâtiment. Donc, je dirais en termes de data, on s'organise pour permettre aux acteurs du territoire de quantifier les économies d'énergie réalisées par la rénovation de leur bâtiment. On s'organise aussi pour être en capacité de raccorder mieux les ENR, le photovoltaïque sur le territoire. Là encore, avec la métropole de Lyon, qui a mis en place un cadastre solaire, on est en train de superposer au cadastre solaire une cartographie du raccordement. C'est-à-dire que demain, en un seul clic, quand vous irez sur le site de la métropole de Lyon, vous pourrez identifier si votre toit est propice à l'installation de panneaux photovoltaïques et le coût que vous coûterez l'installation de ces panneaux voltaïques. Là encore, hein, c'est pour faciliter cette installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de la métropole, hein, parce que c'est bien, mais je laisserai Philippe le préciser, c'est l'ambition de l'exécutif. Voilà. Autre point important, on l'a vu, c'est la mobilité électrique. Alors déjà, c'est la mobilité, comme je le disais, hein, l'enjeu c'est de rendre la mobilité décarbonée et inclusive. Partant de là, on travaille pour accompagner le plan de mandat Citral. Vous le savez peut-être, hein, sur le territoire de la métropole de Lyon, l'ambition est de mettre en place 4 nouvelles lignes de tram sur la durée du mandat 2022-2026. Et pour mettre en place ces lignes de tram, il faut qu'Enedis dégage les réseaux qui seraient sous l'emprise des rails et garantissent, je dirais, le raccordement des infrastructures sur lesquelles les trams évoluent. Voilà, ça c'est un point sur la mobilité électrique. Deuxième point sur la mobilité électrique, j'y revenais, c'est la mobilité électrique individuelle. On voit que c'est probablement un sujet dans les communes de première et de deuxième couronne. Et très concrètement, la semaine prochaine, à Écully, nous allons inaugurer avec la métropole et avec le CIGERLI une installation de plus de 250 bornes de recharge électrique dans un immeuble. Voilà, donc on travaille aujourd'hui avec les acteurs du territoire pour rendre cet accès à la borne électrique en copropriété le plus accessible possible. Alors, en termes de RH, ça demande quoi? Est-ce que c'est une grosse montée en charge pour les 10 prochaines années? Est-ce que c'est négligeable? Enfin, comment
vous caractériseriez ça? Alors, clairement, pour Enedis, c'est un choc de croissance, mais c'est aussi un choc de croissance qu'on souhaite répercuter aux fournisseurs et à la manière du programme Linky qui a été déployé en France entre 2015 et qui se termine aujourd'hui. Nous avons besoin de donner un signal fort aux installateurs de futures bornes de recharge électrique et puis aux producteurs de matériel, je pense notamment à Michaud sur le territoire de la métropole de Lyon, pour qu'ils puissent produire des matériels à la fois non surdimensionnés, pour répondre au fait qu'on les installe aujourd'hui, mais aussi scalables, pour que si demain tout le monde a un véhicule électrique, on puisse utiliser les infrastructures mises en place dès aujourd'hui pour qu'elles répondent aux besoins massifiés. Alors, suite au sujet de la massification, j'aimerais aborder avec vous, M. Galpa-Bonaro, le sujet de la cohérence de l'action sur le territoire, qui donc va être le lieu de toutes les transformations en même temps, et des transformations assez rapides. Et donc, j'avais envie de prendre l'exemple du chauffage dans les logements pour essayer de montrer un peu la complexité de la chose. Donc, imaginons qu'il faille électrifier ou raccorder à des réseaux de chaleur le plus de logements possible pour qu'ils puissent se passer de gaz, par exemple de fuel, dans leur chauffage. En même temps, inciter les ménages à des réductions de consommation d'énergie et à la rénovation de leur logement, afin de limiter les consommations de chaleur, d'élec et donc les infrastructures de production derrière. Peut-être aider certains ménages qui n'auraient pas les moyens d'investir dans ces rénovations, dans ces changements de chauffage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'eux? En même temps, gérer la décrue du réseau gazier. Tout ça arrive en même temps. Et puis en plus, il faut s'assurer que le gaz résiduel qu'on produit est bien décarboné, l'électricité qu'on produit est bien décarbonée, et que peut-être la chaleur qu'on produit reste dans les gisements de biomasse accessibles. Donc ça paraît être une équation insoluble ou un sudoku, je ne sais pas comment dire ça. Comment concrètement, au jour le jour sur le territoire, ça peut se traduire et comment vous résolvez cette équation ou pas, ou comment vous n'arrivez pas à résoudre cette équation? Alors, je pense effectivement que la transition énergétique risque d'être un peu plus compliquée qu'un sudoku. Et en plus, je suis pas bon de sudoku. Mais après, si on prend vraiment l'exemple du chauffage dans les logements, pour le coup, je pense que l'électrification, c'est peut-être le dernier truc à faire, dans le sens où utiliser l'électricité pour reproduire la chaleur derrière, énergétiquement parlant, c'est loin d'être le plus efficace. On a quand même, sur le territoire de la métropole de Lyon, plusieurs réseaux de chaleur urbains qui irriguent actuellement 83 000 équivalents logements. L'objectif, c'est d'arriver à 200 000, voire 250 000 avant 2030. Et les projections, les extensions déjà prévues devraient nous permettre d'arriver à 200 000 équivalents logements en 2026, a priori. Et donc ça, c'est pour les zones denses. Les zones denses, il y en a quand même un paquet sur la métropole de Lyon. Donc ça, c'est un des grands axes de la feuille de route développement des énergies renouvelables et de récupération. On a quand même 2 incinérateurs qui utilisent de valoriser la chaleur quand même. Et après, on a effectivement des chaufferies de biomasse qui utilisent en très large majorité des déchets de bois, des plaquettes forestières qui nous viennent d'exploitations forestières de la région. On a un partenariat avec Silvact notamment où la métropole contribue aussi à des gestions forestières vraiment exemplaires. Donc en termes de biomasse, on a encore un peu de marge. Je ne dis pas que on est large, hein, mais on a encore un petit peu de marge pour faire appel à cette énergie-là. Les réseaux de chaleur urbains y contribuent. Il y a une énergie aussi, une façon de produire l'énergie et de la chaleur qui a une très mauvaise réputation en France, et c'est bien dommage. C'est le solaire thermique qui amène des rendements vraiment très intéressants et même plus intéressants que le photovoltaïque pour produire notamment la chaleur. Donc on aura un plan de développement du solaire thermique d'ici la fin du mandat. Je vous avoue qu'on arrive vraiment sur un désert politique sur ce sujet-là, donc on a tout à construire, tous les dispositifs à construire.
Donc ça va prendre un petit peu de temps pour formuler l'offre. On a aussi, et ça c'est opérationnel pour le coup depuis le printemps 2020, une prime éco-chaleur qui se destine pour les bailleurs sociaux, pour les promoteurs, pour l'installation de chaleur renouvelable, de dispositifs de chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions ou en remplacement quand on fait de la rénovation. Et cette prime éco-chaleur, c'est 3,2 millions d'euros pour des projets de solaire thermique, j'en ai parlé, du petit réseau de chaleur urbain, de la petite chaufferie de biomasse et de la géothermie. Donc on s'appuie aussi sur la géothermie quand ça s'y prête. Il faut quand même savoir que la nappe de l'Est lyonnais est en difficulté, tant en termes de ressources. Alors, les dernières, on a eu pas mal de précipitations quand même sur les 12-18 derniers mois, donc ça va mieux à ce niveau-là, mais on a une pollution thermique aussi, avec énormément de points d'implantation géothermique sur la nappe de l'Est lyonnais, et c'est un problème qui vient s'ajouter au problème insoluble. Donc voilà, on a tous ces leviers-là quand même pour accompagner la transition, et le chauffage dans le logement, avec le schéma directeur des énergies, on a quand même pas mal de chiffres. 68% des besoins d'énergie dans le résidentiel, c'est le chauffage, et ça monte à 82% quand on ajoute l'eau chaude sanitaire. Donc pour ces usages-là, l'électricité n'est pas forcément le premier vecteur absolument essentiel. Autant le réserver à d'autres usages comme les mobilités, pour décarboner les mobilités, parce que là, on a un vrai problème de parc automobile qui est déjà énorme, qu'on doit décroître, on doit faire vraiment décroître. Et ensuite, il y a un switch à passer sur la mobilité électrique et aussi la mobilité GNV. Et c'est pour ça que, pareil, sur la métropole de Lyon, un des projets en cours, c'est la méthanisation des bouts de stations d'épuration des stations d'épuration de Carbonite et de Saint-Fond pour multiplier par 13 la production de biogaz sur le territoire, passer de 6 GWh par an à 80 GWh par an. Ça prendra un peu de temps, parce qu'un méthaniseur, ça se fait pas en 2 ans. Mais ça va quand même bien apporter, notamment pour les parcs du Citral et les bennes ordures-ménagères, et en plus pour la mobilité particulière. Et je finirai par le photovoltaïque, quand même, par les énergies renouvelables électriques, où effectivement on ne va pas pouvoir mettre d'éoliennes sur le territoire, mais en termes de photovoltaïque, on est très mauvais. Enfin, ça a été une technologie qui a été bloquée par les anciens exécutifs. Mais là, on va décoincer les choses. Il y a déjà des projets en cours en ombrière de parking. On a des projets pour solariser un grand nombre de toits de collèges, d'écoles. Je compte sur la ville de Lyon, je vois Valentin Lungenstrass, là-haut, adjoint à la ville de Lyon, pour motiver toutes les troupes de la ville de Lyon à solariser les écoles. Nous, on a des sites industriels comme les stations d'épuration qu'on va solariser. Et on a un potentiel de multiplier par 10 la production d'énergie photovoltaïque sur le territoire de la métropole de Lyon d'ici à 2026. Donc voilà un peu les grands axes de la politique énergétique qu'on est en train de mener. Sur le méthaniseur, du coup, les gisements viendraient essentiellement de déchets. C'est l'assainissement, c'est le réseau d'assainissement, donc les bouts de stations d'épuration. On n'a pas, pour le moment, on préserve tout ce qui est déchets agricoles, déchets verts, à du compostage, le retour à la terre direct. Et alors pour finir, j'aimerais revenir sur des questions emploi, et puis aussi un sujet qui nous était cher dans le cadre du PTEL, donc les compétences, avec vous Stéphane Barbier. Donc on a vu en introduction qu'un nouveau programme électronucléaire en France était l'une des options possibles pour répondre aux besoins en électricité décarbonée. D'autre part, on a vu qu'une partie du parc électronucléaire allait devoir fermer. Alors, Assystem proposant des services en ingénierie nucléaire, vous aurez sûrement un avis sur les prérequis. Alors, j'aurais 2 questions. Sur les prérequis en termes d'emploi et de compétences et de formation pour qu'un nouveau programme électronucléaire puisse se mettre en place en France, et selon vous, à quelle vitesse ça pourrait aller? Et deuxième question, quels seraient les impacts en termes d'emploi des fermetures de centrales qui ne seraient pas renouvelées? Bon, d'abord, c'est vrai que
possible de prendre l'autre micro. Je vais changer. Merci. Vous m'entendez mieux? Mais c'est il mieux? n'est pas allumé, par contre. Voilà. Bon, c'est vrai que le système a une forte spécialité dans le nucléaire, puisqu'on est une des 3 principales ingénieries indépendantes dans le monde. Et d'ailleurs, on a fait le choix de se centrer sur la transition énergétique en 2017, en abandonnant d'autres activités. Et dans la transition énergétique, on est assez militant sur le fait que, pour ne pas dire très militant, sur le fait que le nucléaire doit en faire partie. Alors, c'est vrai, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans le monde. On a des débats spécifiques en France, mais dans le monde, dans les pays que j'ai évoqués tout à l'heure, finalement, on retombe sur des mix énergétiques qui se ressemblent beaucoup, finalement, quels que soient les pays, hein, où on est sur quelque chose où on retrouve entre 10 et 30% de nucléaire, environ 30 à 50% de renouvelables, et puis le complément étant fait souvent par du gaz. Hein. Quand tous les pays projettent leur mix énergétique à 2050, dans les pays que je viens d'évoquer, qui sont des pays qui ont besoin de beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, on tombe sur des mix qui se ressemblent tous un peu, avec des filières, notamment la filière russe, qui aujourd'hui domine très très largement le marché en fait, du nucléaire international, qui a 75% du marché dans les pays en fait, qui ne détiennent pas une filière nucléaire. Donc ils sont très actifs, ils délivrent entre 1 et 2 réacteurs par an sur les réseaux électriques. Donc il y a une activité très soutenue, sans parler de la Chine, mais qui le fait pour ses besoins propres. Donc quand on regarde le paysage français, le parc électronucléaire français, finalement, il va s'arrêter, en tout cas c'est comme ça que c'est prévu aujourd'hui, à son 50e anniversaire. Et son 50e anniversaire, en gros, il arrive entre 2030 et 2040 pour les différentes centrales. Puisque le parc français a une spécificité qui fait qu'il a été construit, il reste encore 56 réacteurs connectés au réseau, il a été construit très très vite, dans les années 70, début des années 80, à une vitesse très rapide, avec plusieurs réacteurs connectés au réseau tous les ans. Donc finalement, la question que vous posez, qui se pose aujourd'hui sur la reconstruction possible, bref, ce sera un choix politique de savoir si on le fait ou on ne le fait pas. Hein. Moi, je pense que c'est une folie de ne pas le faire. Je pense que c'est assez irresponsable, mais bon, c'est pas moi qui décide. Voilà. Donc voilà. Je pense que je suis assez d'accord avec le profil de consommation électrique à 2050. On est sur une forme de stabilité. Pour l'instant, si on ne fait pas de nucléaire, ça veut dire qu'on fera beaucoup de gaz. C'est tout. Voilà. Donc, on émettra plus de CO2 dans l'avenir qu'on en émet aujourd'hui. Bon, c'est une donnée du problème. Si on veut reconstruire, en fait, on a besoin de retourner vers des modes de fonctionnement de vision à plus long terme. Il y avait une table ronde juste avant la nôtre, ici, dans cette salle, sur le financement, sur la finance associée à l'écologie, et où finalement tout le monde disait pour pouvoir financer l'écologie, il faut revenir sur des temporalités en termes de financement beaucoup plus longues. Et tout le monde finalement critiquait en fait, là, ce que je peux dire d'ailleurs à des personnels aussi, c'est le court-termisme actuel en fait du marché financier qui va jusqu'à l'outrance en fait du trading haute fréquence où finalement en quelques millisecondes on achète et on vend des trucs en produisant une valeur. Moi j'ai du mal à percevoir, enfin je comprends pas la valeur qui est générée en fait. Si c'est de l'argent, mais à part ça je vois pas. Pour reconstruire un parc électronucléaire, si on veut le faire, il faut revenir sur des visions de long terme de la même manière. Il faut se mettre dans la perspective où on va faire quelque chose qui va s'étaler sur 20, 30 ans, et c'est à considérer maintenant, pas dans 10 ans. Dans 10 ans, ce sera trop tard, enfin, ça sera finalement plus la peine, puisqu'on n'aura plus le temps matériel de reconstituer le parc électronucléaire français, sauf si on en accroît la durée de vie. Et donc, on sera obligé de construire une alternative pour avoir de l'électricité en base. Et si on veut faire ça, ça veut dire que la création d'emplois à générer autour de ça, c'est sur les phases de construction environ 30 000 emplois par an, sur les phases d'exploitation environ 7 000 emplois supplémentaires par an. Aujourd'hui, la filière nucléaire française, c'est 220 000 emplois à peu près. Hein, c'est 3 200 entreprises qui emploient 220 000 personnes. Voilà. Je pense que la question de l'emploi en tant que tel, moi je trouve que c'est pas une vraie question. Je ne devrais pas dire ça, mais
je trouve pas que ce soit le thème central du sujet. Si on fait pas ça, on fait autre chose. C'est pas une raison suffisante pour faire ou pas faire. La question, elle se pose pas là, elle se pose sur le fait qu'il faille le faire ou pas. C'est un autre sujet. Et si on part du principe qu'il faut le faire, ben, il faut se remettre dans la perception, dans la posture dans laquelle on était finalement dans les années 60, c'est de s'organiser pour pouvoir le faire. Hein, je citais tout à l'heure la filière russe ou la filière chinoise à dessein. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont un background technique. On a tous appris quelque part ce que c'était que l'effet d'apprentissage et l'effet d'expérience. Bon, bah, quand vous commencez à délivrer, les Russes, pourquoi ils sont efficaces dans la façon de construire? C'est parce qu'en fait, ils construisent en permanence. Tous les ans, il y a un nouveau réacteur connecté au réseau. Voilà. La France l'a pas fait depuis longtemps. Si on fait une succession de construction sans prévisibilité, on ira vers une succession de difficultés en fait dans les phases de construction. Si on s'organise pour construire une flotte comme on l'a fait dans les années 60, pour le faire dans les années 70 et 80, ben on y arrivera. Il y a 30 000 emplois supplémentaires à construire sur 20 ans, c'est pas insurmontable. Hein. Et la plupart des emplois à construire, pour compléter la question, sont des emplois plutôt liés aux métiers, aux disciplines traditionnelles de la construction, le soudage en tête, les métiers du génie civil. Donc c'est pas des métiers qui sont des rocket science. Hein. C'est reformer des bons professionnels à des disciplines élémentaires de l'industrie. On parle souvent des soudeurs, enfin des soudeurs encore. Bah oui, parce qu'en fait, les soudeurs, ils sont tous partis dans les gaz, en fait. Ils sont tous partis gagner l'argent dans le pétrole, donc ils sont pas encore revenus. Donc tout le monde dit que ça s'arrête, mais pour l'instant, ça s'arrête toujours pas. Il y a toujours à peu près 30% d'investissements mondiaux qui partent en fait sur le gaz et l'huile, hein, sur le gaz et le pétrole. Il y a 30% des gens qui vont y travailler aussi, quelque part, et surtout ces métiers-là, qui sont des métiers très valorisés. Et donc, effectivement, il y a une carence de soudeurs dans le nucléaire, mais pas que dans le nucléaire, on a besoin de soudure à qualité, donc ça se voit plus, mais il y a très très peu de soudeurs en France. Merci à tous les trois. Et je vous propose de passer aux questions de la salle, avec un temps d'échange avec la salle. Donc il y a un micro qui va circuler, et puis... Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé du chauffage individuel, urbain. Et parmi les solutions que vous avez envisagées, vous aviez dit que l'électricité, c'est pas forcément très optimisé pour réaliser en tant que source d'énergie. Donc vous avez cité le solaire photovoltaïque en remplacement. Du coup, c'est quand même de l'électricité. Solaire thermique. Oui, mais vous avez cité aussi le photovoltaïque. Pas pour le chauffage. Ok. Donc, ok. Les méthaniseurs de d'épuration, moi je me suis laissé dire que ceux qui avaient commencé à s'équiper de ça, tous les riverains commençaient à faire des pétitions à cause des nuisances odeurs, infiltration dans les eaux. Du coup, je suis un peu étonné qu'on se lance de nouveau là-dedans, alors peut-être qu'il y a des nouvelles technologies, hein, je ne suis pas très au courant. Et puis en dernier lieu, vous avez aussi, alors là c'était la première place, c'était l'énergie issue des incinérateurs. Alors c'est un peu curieux parce que la métropole, elle agit d'un autre côté pour réduire la quantité de déchets. Donc tous les déchets végétaux compostés, les plastiques recyclés, le papier, carton recyclé. Du coup il va rester dans nos poubelles plus que des déchets qui ne sont pas incinérables. Du coup, je vois pas bien quelle énergie on va pouvoir en tirer, d'autant que le bilan énergétique de ça, c'est quand même assez déplorable également, et que le but premier, c'est de réduire la quantité de déchets, et finalement, la quantité de déchets, ça ne la réduit pas tant que ça, puisque c'est quoi? C'est 30% qui sont de déchets de nos poubelles, qui sont des déchets pas si dangereux que ça, qui sont transformés en 10 tonnes de déchets pas trop dangereux sont transformés en 3 tonnes de déchets hautement toxiques avec des furanes, des dioxines, etc. Oui, il y a pas mal de questions, je vais te répondre tout de suite. Alors merci pour vos questions, parce que c'est effectivement important de clarifier les choses et d'être
le plus pédagogue et le plus clair possible sur ces sujets. Pour les méthaniseurs, les critiques qui sont formulées, c'est surtout les méthaniseurs en secteur agricole, sur la base de déchets effectivement issus d'activités agricoles ou d'élevage. Et effectivement, parfois des méthaniseurs ont été implantés pas très loin de champs captants, par exemple. Et c'est surtout ces méthaniseurs-là qui peuvent susciter une forme de rejet des riverains, quand bien même il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien et qui ne suscitent aucune colère des riverains, mais on entend peu parler de quand ça marche bien. Et en l'occurrence, le méthaniseur sur la métropole de Lyon qu'on va installer, il sera à côté de la station d'épuration de Pierre-Bénite. Il sera donc pas du tout sur un champ captant d'eau potable, et des méthaniseurs qui fonctionnent très bien. Il y en a quand même beaucoup en France et en Europe. En termes de risque pour l'environnement, c'est là on va en reparler, je pense qu'une centrale nucléaire présente beaucoup plus de risques qu'un méthaniseur de 80 GWh par an. C'est mon avis, après on pourra en discuter. La deuxième question... Ah non, mais on est d'accord, on n'est pas sur les mêmes échelles, on est tout à fait d'accord. La deuxième question, oui, les incinérateurs. Alors effectivement, les incinérateurs, on a l'ambition de réduire de 50% les déchets produits par les ménages lyonnais, les déchets ménagers produits par les ménages lyonnais qui iront à l'incinérateur. Le truc, c'est que d'ici à ce qu'on arrive à éteindre les 2 incinérateurs de la métropole de Lyon, parce qu'on n'aura plus rien à brûler, ce temps n'est pas encore venu, loin de là. Parce qu'on sera encore à 150 000 tonnes, je crois, de déchets brûlés en 2030, si on arrive à cet objectif de diviser par 2. Et par contre, on a des territoires voisins qui ont des déchets, et actuellement, ils enfouissent leurs déchets. Donc c'est des déchets qui sont enfouis, qui, dans le meilleur des cas, ça ne va pas forcément polluer les nappes ou les sols. Mais en fait, il y a aussi une politique, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je crois que c'est partout en France, on n'a plus le droit de construire des incinérateurs. Donc ces déchets, il faut en faire quelque chose. Et dans le temps où peut-être qu'un jour, effectivement, on arrivera à ne plus produire de déchets ménagers, je l'espère, j'ai du mal à y croire personnellement, mais je l'espère, et c'est ce vers quoi on tend. Mais il restera toujours à court terme des déchets. À court terme, je parle de 2030-2040. Et on a aussi les déchets des activités économiques qui sont très peu traités actuellement, qui partent souvent à l'enfouissement dans des filières qu'on ne connaît pas forcément. Et ces déchets-là, on a l'ambition de les capter et de les récupérer pour effectivement aussi faire fonctionner nos incinérateurs. Et on a donc les déchets et les refus de tri aussi. En élargissant les consignes de tri, on a une proportion de refus de tri qui augmente. Et ces déchets-là, il faut aussi les valoriser de façon... Enfin, c'est mieux quand même de les valoriser par la production de chaleur. Même si c'est en termes d'émissions de polluants notamment, c'est pas l'idéal, mais on a aussi... on travaille avec des professionnels qui réduisent de plus en plus au fur et à mesure les émissions de polluants de ces industries. Merci. Bonjour. Une remarque et une question. La remarque, c'est que il me semble qu'il convient de distinguer, quand on parle d'ENR, celles qui sont quasi pilotables et celles qui sont intermittentes. Et dans le chiffre que vous aviez donné, pour l'Inde, la moitié, c'est de l'hydraulique et de la biomasse, et donc ce qu'il y a en intermittent, en fait, c'est assez voisin de ce qu'on a en France, en termes de pourcentage. Mais, donc, si on regarde maintenant ce qui a été installé dans les, 20 dernières années, en Inde, ce qui a été installé en fossile, c'est 2 ou 3 fois plus que ce qui a été installé en territoire. Donc, eux, ils sont à 75% de fossiles. En France, on est à 75% décarbonés. Plus, d'ailleurs. Vos chiffres sont juste avec eux. Oui, donc on est d'accord. Oui, je pensais bien qu'on était d'accord là-dessus. C'est juste de la constatation. Maintenant, sur le besoin d'électricité, je suis un petit peu surpris par le 1% par an que vous avez cité, etc. En fait, si on parle d'électrifier les usages au maximum, enfin de profiter du fait qu'on a une électricité décarbonée en France et donc d'électrifier au maximum les usages, donc il y a la mobilité, il y a aussi l'hydrogène.
Et si on parle en termes de millions de véhicules, etc., c'est des dizaines de térawattheures. Et si on prend l'hydrogène, par exemple, il y a un plan gouvernemental sur l'hydrogène pour remplacer déjà l'hydrogène non énergétique qui est utilisé aujourd'hui, de le faire de façon décarbonée, c'est 1 million de tonnes. Et ça, 1 kg d'hydrogène, c'est 50 kWh, donc 1 million de tonnes, c'est 50 TWh, c'est 10% de la consommation d'électricité aujourd'hui. Et si on veut aller vers des usages énergétiques de l'hydrogène, c'est plus encore. Donc je suis un peu surpris par... il me semble qu'il y aura besoin de plus d'électricité que ça. Voilà, c'est un peu ça ma question. Alors, j'entends que vous rebondissiez sur ce chiffre, mais je pense que Nicolas, c'est un chiffre à peu près comparable que vous aviez affiché dans votre présentation. Alors aujourd'hui, l'hydrogène, effectivement, on voit que la production d'hydrogène peut nécessiter des apports supplémentaires en électricité. Néanmoins, c'est bien intégré dans notre vision. Après, moi, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'hydrogène, mais ce que j'ai entendu dans une table ronde précédente, notamment sur tout ce qui touche à l'industrie du véhicule, l'hydrogène est à privilégier, a priori, pour des transports lourds et voilà. En fait, le scénario, donc c'est vrai que l'hydrogène, d'ailleurs, la SNCF ou les ports le port de Paris, par exemple, ou d'ailleurs, ici, le CNR travaille sur des hypothèses qui vont arriver, qui vont être industrialisées assez vite, en fait, l'utilisation de l'hydrogène vert, ou presque vert, pour pouvoir, en fait, ravitailler les bateaux, dans le cas ou les trains, de façon à l'utiliser. Le pari qui est fait, finalement, d'ailleurs, qui était dans les chiffres, dans le graphe, qui se voyait bien sur le graphe transport, dans le rapport qui est donné, finalement, le grand pari, qui est un pari, c'est que les économies d'énergie qui vont être réalisées vont compenser la migration des usages. C'est un pari. C'est ça, ouais. Alors, ça se voit bien dans la résidentielle notamment, où on a une isolation assez massive du bâtiment. Donc les effets Joule baissent. Les effets Joule, c'est le chauffage le moins efficace à l'élec. Donc ça baisse. Et le fait d'électrifier les usages à la pompe à chaleur, donc ça permet de sortir du gaz et du fuel. Mais cet ajout d'électricité ne fait pas augmenter, n'est pas suffisant pour rattraper la baisse par effet Joule. Donc dans le résidentiel, l'électrification additionnelle à la sobriété permet de faire baisser même la conso d'élec. Après, effectivement, il y a la mobilité qui s'ajoute là-dessus. L'hydrogène, ça, nous, on n'a pas encore quantifié, donc côté industrie, on va pas rajouter ça. Donc l'augmentation sera peut-être un peu plus forte que ce qu'on a montré là. Mais en gros, vu qu'aujourd'hui, on exporte 7-10% de l'élec française, finalement, le mix actuel conviendrait presque. C'est un peu ça la conclusion. Mais il faut faire pas mal de sobriété. En effet, c'est un pari, c'est celui qu'on porte au chiffre. Nicolas, dernière question. Oui. Donc, je voudrais faire une remarque à propos du rôle du nucléaire, sans vouloir rentrer dans le débat si pour ou contre nucléaire. Simplement, par exemple, dans le rapport P1 du GIEC en 2018, pour le rapport SR 1.5, on voit que le nucléaire, donc c'est un rapport qui a été choisi comme étant caractéristique par le GIEC. On voit dans ce rapport que le nucléaire augmente à l'échelle globale, il est multiplié par 1,5, mais ça reste très marginal, ça correspond à peu près à 10% de la consommation d'énergie à l'échelle globale, enfin, même d'électricité. Et on voit aussi qu'il y a 77% de la production d'électricité au niveau global qui est faite par des renouvelables dans ce rapport-là en 2050. Donc ça, c'est le rapport du GIEC. Donc c'est juste pour remettre un peu en perspective le rôle qu'a le nucléaire à l'échelle globale. Même si ça peut être important, pourquoi pas, c'est pas moi qui choisis. En tout cas, ça reste très très marginal. Sinon, j'avais une question pour Philippe Guelpa-Bonaro. Donc, je suis d'accord avec vous, le schéma directeur des énergies, c'est un document d'une exceptionnelle qualité qui vraiment fait de la prospective pour le futur. Moi, quand j'avais regardé, il me semblait qu'il y avait
il sous-estimait un peu les besoins en termes de développement pour les véhicules électriques, en particulier le rôle que pourrait jouer la métropole pour aider à l'installation des infrastructures pour le véhicule électrique dans les copropriétés, par exemple. Et puis il sous-estimait aussi les capacités solaires, pas les capacités globales, celles-ci elles sont très importantes, c'est de l'ordre de 1,9 TWh par an, quelque chose comme ça, mais le potentiel de développement au niveau de la métropole. Donc vous avez parlé d'un potentiel de développement sur les bâtiments, les parkings qui sont gérés par la métropole, mais il y a tout le privé, et je pense que la métropole pourrait aussi avoir un rôle important pour favoriser le développement. Tout à fait. Alors, sur le premier sujet des bornes électriques, effectivement, alors je ne sais pas si c'était sous-estimé ou quoi, mais on travaille ensemble pour le coup avec Enedis pour voir comment implanter des bornes électriques. Après, je ne suis pas certain que... Enfin, tout est question de mesure, mais soit on choisit d'avoir des voitures électriques et on exige qu'elles se rechargent en une demi-heure ou en 1 heure, et effectivement on a besoin de changer un certain nombre d'infrastructures, soit on peut aussi accepter que si on la branche à 11h et qu'on la récupère à 7h du matin, il n'y a pas forcément besoin, et je laisserai peut-être Élise compléter et affiner, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de tout chambouler, à part d'amener de l'électricité dans certains, oui, dans certains garages de copropriété. Mais ça, globalement, je vous rejoins, ce sujet a été pas assez traité, à mon avis, dans le SDE 2019. Sur le solaire, oui, c'est vrai que j'ai mis le focus sur les toitures et les ombrières de parking. On fera pas x10 juste avec des toitures et des ombrières de parking, clairement. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. On vise par exemple des emprises de route, par exemple, ou des friches qui sont inexploitées, des terrains pollués, des anciennes décharges. Donc ça, on est en train de fixer un peu les règles, des règles génériques pour le mandat, pour plutôt que d'étudier chaque projet qui nous arrive. On a à peu près une sollicitation par semaine d'installateurs de parcs photovoltaïques, histoire d'avoir des règles claires, parce qu'il y a des arbitrages à faire avec notamment les services écologiques pour tout ce qui est préservation de la biodiversité et de terrains agricoles et de fonciers qui peuvent avoir d'autres usages. Donc voilà, c'est un sujet important. Et juste un élément de réflexion pour le nucléaire, pareil, je ne vais pas lancer le débat, mais on est obligé d'en parler, sinon ça n'aurait pas été drôle. Surtout ici. Moi, je trouve vraiment le travail qui a été fait, il est vraiment super intéressant, et merci à tous les bénévoles du Shift pour ça, parce que ça nous donne vraiment des scénarios, des choses tangibles. Il y en a d'autres qui travaillent. Il y a l'AIE qui a sorti aussi, l'Agence internationale de l'énergie qui a sorti des scénarios. Il y a l'ADEME, il y a Négawatt, qui moi m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'il y a cette perspective de long terme de sortie du nucléaire. Moi un peu plus long terme que eux pour le coup, mais voilà, faut voir ce qui est possible. Simplement la réflexion que j'aimerais amener, c'est est-ce que on adapte nos besoins de production à nos besoins de consommation qui nous semblent impossibles à remettre en cause, ou est-ce qu'on a des capacités de production avec ce que la planète peut nous donner de façon renouvelable et sans par exemple produire des déchets pour des milliers d'années, et on capte nos besoins à ça. Et ça, c'est pas un choix technique, c'est un choix politique, presque philosophique en fait. Donc c'est une question que je pose, et qui peut vous animer pour toute la soirée peut-être. Ça va lancer tout un nouveau débat. Et voilà, fin de la table ronde. Merci beaucoup à tous les trois.